Bonjour à toutes, c'est Cécile et vous écoutez Les Intuitives, le podcast pour les entrepreneurs ambitieuses qui veulent bâtir une activité durable, alignée et florissante avec plus de flow et moins de chaos. Merci du fond du cœur d'être là chaque semaine au rendez-vous du podcast. Aujourd'hui, je reçois Célia Malidin, qui est hypnothérapeute humaniste, pour parler de l'impact du concept de l'enfant intérieur dans notre quotidien d'entrepreneur et comment il peut améliorer ou desservir notre posture et l'évolution de notre activité. Alors avant de rencontrer Célia, j'avais déjà entendu parler de l'enfant intérieur, mais dans des approches New Age qui me semblaient complètement déconnectées et galvaudées. L'échange du jour apporte un éclairage pragmatique et concret pour mieux se comprendre et entreprendre avec son âme d'enfant. Alors, je t'avoue que cette entrevue avec Célia m'a redonné un petit peu de la magie, de la petite Cécile que j'étais, et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Je suis sûre vraiment que vous allez adorer cet épisode. Bonne écoute! Bonjour Célia et bienvenue sur Les Intuitives, le podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui parce que on va parler de plein de choses intéressantes avec toi, notamment de ce concept d'enfant intérieur. On va voir comment ça se manifeste et tout ça. Et, euh, et je voudrais déjà te remercier d'être venu parmi nous pour pouvoir expliquer tout ça à nos auditrices et à nos auditeurs. Comment vas-tu déjà pour commencer? Eh ben, bonjour Cécile, merci pour cette invitation. Bah, écoute, ça va bien. C'est le printemps, moi j'aime bien cette saison, donc il y a le soleil, ça va bien. Ça nourrit mon enfant Super. intérieur. Bon, bah, ça nourrit ton enfant intérieur. Excellent. Alors, Célia, toi, tu es hypnothérapeute, pardon, humaniste. Et justement, on va aller creuser un petit peu ce métier, moi, que je trouve atypique parce que on connaît les hypnothérapeutes. Mais moi, je ne connais pas beaucoup les hypnothérapeutes humanistes. Et avant toute chose, est-ce que tu es d'accord pour te présenter à nous, présenter ton parcours et ce qui Mhm. t'a amené à l'hypnose humaniste? Alors, je dirais le hasard, mais on va résumer ça comme ça, et puis je vais expliquer de fil en aiguille. Alors moi, j'ai travaillé 10 ans dans le domaine des ressources humaines, donc j'ai toujours été déjà au contact de l'humain. Je travaillais dans le recrutement, la formation, l'intérim. Donc, j'ai toujours posé beaucoup de questions et je travaillais chez des prestataires. Donc, je posais des questions à la fois aux candidats et à la fois aux entreprises, que ce soit des chefs d'entreprise ou des responsables ressources humaines. Donc, j'ai toujours aimé aller creuser et comprendre et écouter surtout. Euh, voilà, 10 ans de salariat. Ensuite, je suis devenue maman. Donc, j'ai eu envie d'avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso, puisque j'étais cadre sur le dernier poste que j'occupais. Et donc, je faisais un peu des horaires à rallonge, plus pas mal de responsabilités. Donc j'ai décidé de créer une première société en tant que commerciale indépendante, puisque c'était le métier que je savais faire. Et puis suite à ça, je me suis fait accompagner par une coach pour amorcer la bascule salariat-entrepreneuriat, puisque je connaissais pas du tout ce milieu et puis j'avais pas d'environnement qui était entrepreneur. Et suite à ce premier accompagnement, en fait, ça a mis en lumière que le métier de commercial, c'était plutôt un costume que j'endossais chaque matin pour aller travailler, mais que c'était pas vraiment un métier de cœur. Je parlais beaucoup de parentalité à ce moment-là, parce que j'étais jeune maman. Mon fils à l'époque avait 3 ans. Donc voilà, le fait d'accompagner s'est dessiné à ce moment-là en fait. Et puis voilà, la vie a fait que j'ai été aussi amenée moi à avoir besoin d'être accompagnée, notamment suite à une séparation un peu difficile et douloureuse. Donc j'ai commencé à rentrer dans le monde de la thérapie pour moi déjà me comprendre, me connaître et puis mieux gérer mon quotidien. Et puis de fil en aiguille, les deux se sont un peu conjointement cheminés ensemble. Euh, j'ai voulu donc accompagner sur le volet de la parentalité, mais plutôt le parent en fait, comment se sentir bien dans ses baskets en tant que parent. Donc, je suis plutôt allée au départ vers le coaching. Et puis, progressivement, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose, en fait, pour accompagner vraiment le parent à aller de l'avant. Je sentais bien qu'il fallait aller regarder ce qui se passait derrière aussi, sur sa propre histoire.
Et donc, je me suis formée sur la guérison de l'enfant intérieur avec une première personne qui s'appelle Marine Verretou. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à travailler en état de conscience modifié par le biais de la visualisation, qui est donc déjà une première forme d'hypnose. Et après, j'ai voulu creuser sur le sujet de l'hypnose, que c'était un sujet que, pour le coup, moi, je ne connaissais pas du tout et qui m'avait pas du tout attiré, moi, dans ma propre thérapie, dans mon propre cheminement personnel. J'avais l'image de l'hypnose de spectacle, hein, qu'on connaît un peu tous, sur laquelle j'avais jamais accroché. En fait, je trouvais ça un peu bizarre de pouvoir se faire manipuler par quelqu'un. Donc voilà, j'y suis allée en cherchant, en farfouillant. J'ai vu qu'il existait l'hypnose ericksonienne d'un côté, l'hypnose humaniste de l'autre. La différence principale, c'est que justement, en hypnose humaniste, le client, le patient est beaucoup plus acteur en fait dans son cheminement. Donc tout de suite, ça m'a plu. Et puis en fait, en farfouillant, j'ai vu qu'il y avait une école à 10 minutes de chez moi. Donc je me suis dit, bon coup, logistiquement, ça le fait pour gérer ma vie perso et ma vie pro. Donc je suis allée voir le parcours d'initiation. Au début, je me suis inscrite sur une semaine de formation. Et puis au bout de la semaine d'initiation, je me suis dit non, il faut que je continue quand même, ce serait trop bête. Et du coup voilà, je suis arrivée dans le parcours d'hypnothérapeute humaniste, 4 mois de formation hyper intense, puisque du coup forcément on est le propre cobaye dans les exercices. Et là après ça a été évident en fait, ça a été une évidence pour moi d'ouvrir mon cabinet. Je travaillais beaucoup, quasiment exclusivement en visio sur le coaching parental. Et là, je me suis dit, non, il faut que j'ouvre mon cabinet. Donc, le cabinet est arrivé tout seul au mois de septembre, de bouche à oreille. Il y avait un cabinet qui se libérait à 5 minutes de chez moi. Et du coup, je me suis dit, allez hop, on y va. Et donc, ça fait depuis le mois de septembre que je suis installée en tant qu'hypnothérapeute. Et entre-temps, j'ai, on va dire, clôturé la partie coaching parental en tant que tel, où je traite des sujets autour de la parentalité, mais avec ma casquette de thérapeute, pour justement aller voir qu'est-ce qui bloque en tant que parent dans sa propre histoire. Et après, j'ai ouvert le champ sur d'autres sujets autres que la parentalité. Parce qu'avec l'hypnose humaniste, on peut vraiment traiter tout type de sujet, en fait. Enfin, à partir du moment où on a quelque chose qui nous dérange, l'arbre cache toujours la même forêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller travailler sur la forêt. Peu importe l'arbre qui fait que la personne vient me voir. Voilà, j'ai été exhaustive, je pense. C'est un parcours très riche. Et on ressent bien que toutes les planètes étaient alignées à Oui, chaque étape et ça, c'est exactement. vraiment assez surprenant quand même, hein. Exactement, parce que tu m'aurais dit dans 5 ans tu seras hypnothérapeute, je t'aurais bien rigolé au nez. Et puis finalement, j'y suis et je m'éclate vraiment dans les séances que je peux faire là avec mes clients. Donc voilà, faut suivre ce qui se présente sur le chemin. C'est ça. Alors dis-nous, qu'est-ce que c'est que l'hypnose humaniste? Parce que là, on vient de parler de ton parcours qui est très très riche. On a bien vu que tu t'étais spécialisée dans ce type d'hypnose particulièrement. En plus, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que tu nous dises aussi de prime abord, c'était pas vraiment ce qui t'attirait le plus comme outil. Mm. Donc ça, c'est intéressant aussi. Oui, J'aimerais bien que tu nous en parles. Je pense que ça justifie ton choix aussi peut-être d'aller oui, vers ce type d'hypnose. oui. Alors après, moi, je connais l'hypnose ericksonienne que du coup de ce qu'on peut en dire. Pour le coup, j'ai jamais pratiqué. Donc je vais parler. L'idée, c'est pas de critiquer. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il y en a une, enfin, qui, qui m'a Non, plus appelé que c'est l'autre. des outils Voilà. différents. Et ça répond pas. Pour moi, ça répond pas au même type de problématique. Alors l'hypnose humaniste, c'est plutôt de l'ordre de la psychothérapie. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment travailler en profondeur sur l'identité de la personne. Donc c'est des accompagnements qui sont plus longs. Souvent en hypnose ericksonienne, en 1 ou 2 séances, on peut ne plus avoir envie de fumer, par exemple. Mais avec l'hypnose humaniste, on va vraiment à la racine de la problématique. En fait, pourquoi, par exemple, on fume? Généralement, c'est pour aller compenser quelque chose. Donc voilà, l'ordre de la psychothérapie. Après, moi, je mets vraiment un focus, mais c'est aussi ce qu'on a vu en formation, de travailler vraiment sur l'histoire personnelle de la personne, de bien comprendre son environnement. Donc je remonte toujours, je fais toujours un petit arbre généalogique sur la première séance où je remonte à l'histoire des parents et je remonte même à l'histoire des grands-parents et j'essaye de comprendre en fait dans quel environnement la personne a baigné en fait de 0 à 7 ans principalement
pour voir comment elle a été conditionnée et qu'est-ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui, en plus d'être qui elle est à la base, mais on est quand même conditionné par notre environnement. Donc déjà, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce côté voilà psychothérapie, prendre en compte l'environnement de naissance. Et après, c'est sur la pratique, c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure, le client il est vraiment acteur. Donc en fait, je plonge les personnes en état de conscience augmenté, ça s'appelle. C'est-à-dire que en hypnose humaniste, on va regarder l'inconscient individuel, mais on travaille aussi sur l'inconscient collectif. Donc l'hypnose humaniste est très orientée des travaux de Carl Jung, que certains connaissent peut-être. Et donc ça se fait en fait avec une visualisation, un petit voyage intérieur. L'idée c'est vraiment de faire en sorte que la personne lâche son mental et se connecte vraiment à ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Donc la personne n'est pas endormie, c'est un peu l'état de veille en fait. Oui, c'est ça, entre le moment où on est réveillé et le moment où on s'endort. C'est aussi l'état où quand par exemple on fait un trajet habituel et on se dit tiens, je suis déjà arrivé au bout et qu'on n'a pas eu conscience du trajet qu'on a traversé. C'est un peu cet état-là dans lequel plongent les clients. Et puis après, en fait, donc j'ai différents protocoles en fonction des thématiques sur lesquelles on travaille, sur lesquelles il y a besoin de travailler. Et ensuite, la personne, en fait, me parle tout le temps pendant la séance. C'est-à-dire que c'est des séances qui sont vraiment sur mesure. J'ai pas de protocole défini où la personne, du coup, dort ou écoute un scénario qui est pour tout le monde. Là, je vais vraiment demander à la personne de me décrire ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent. On travaille beaucoup avec la symbolique, en fait, en hypnose humaniste. Donc, en fait, c'est l'inconscient qui va se manifester à travers de la symbolique. Ça peut être, je sais pas, un cheval, un triangle. Enfin, voilà. Et on va aller après décoder ce que ça veut dire. Mais l'idée, c'est de savoir aussi ce que ressent la personne, en fait, face à ce qu'elle visualise et de faire en sorte que l'émotion ressorte. Donc, souvent, hein, il y a beaucoup de pleurs. Pas toujours, mais quand même souvent. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une pratique psychocorporelle. En fait, on travaille vraiment à libérer l'émotion dans le corps. Et ensuite, une fois que la séance d'hypnose est terminée, la personne n'a pas la sensation d'avoir dormi. En fait, donc elle n'a pas besoin de reprendre ses repères. Elle n'est pas perdue. Alors souvent, ça fatigue parce que justement, on a libéré de la charge émotionnelle. Mais voilà, on revient, enfin, on n'est pas parti, donc on n'a pas une sensation désagréable liée à l'hypnose. C'est plutôt lié au travail thérapeutique qui a une sensation en fait, mais pas liée à l'hypnose en tant que telle. Donc voilà un petit peu l'hypnose humaniste dans les grandes lignes. Du coup, on dit que en hypnose humaniste, on est associé et non pas dissocié, contrairement à l'hypnose ericksonienne. Donc ça, c'est des termes un peu plus techniques, mais voilà, c'est pour dire que le corps, la tête, tout est là en même temps. En fait, on ne met pas quelque chose d'un côté et quelque chose de l'autre. Voilà, globalement. Et puis après, humaniste, c'est parce que c'est vraiment tourné et centré sur la personne. Moi, j'avais déjà travaillé avec des approches humanistes où on est beaucoup en questionnement, voilà, sur la personne pour comprendre son parcours à elle, quoi, et ses ressentis surtout. Très, très intéressant. Je te remercie pour toutes ces précisions. C'est très éclairant parce qu'on connaît beaucoup l'hypnose ericksonienne. C'est vraiment ce qu'on connaît le plus finalement. Ouais. Maintenant, cette différence entre l'état de conscience augmenté et l'état de conscience modifié, c'est vrai que c'est intéressant de l'expliquer parce que ça change tout Ouais. dans ton approche. Donc, merci pour ça. Donc, nous, avec Célia, aujourd'hui, on s'est dit que c'était très, très, très pertinent de parler de ce sujet pour justement les entrepreneurs. Parce que quand on est entrepreneur, j'imagine que tu en vois passer aussi dans ton cabinet avec les accompagnements que tu fais, ou des personnes qui ont des métiers très challengeants avec beaucoup de défis. Il y a certainement des manifestations dans le quotidien pro et perso qui sont liées aussi à cette vie qu'on a et notamment à ce concept d'enfant intérieur dont on va parler. Et ça, j'aimerais bien aussi que tu nous expliques ce que c'est et comment ça peut se manifester dans nous, pour nous qui sommes entrepreneurs, tu vois. Ouais. Alors l'enfant intérieur, c'est toujours un peu difficile à expliquer parce que c'est quelque chose qui se vit. Pour faire, on va dire, assez rapide, une définition, en fait, c'est un archétype, c'est-à-dire que c'est un ensemble de symboles qui sont communs un petit peu à tous. Euh,
Après, moi, j'essaie de donner un peu des images. C'est un petit peu la boîte noire, comme voilà d'un avion. C'est un petit peu notre boîte noire avec tous nos souvenirs à la fois joyeux et moins joyeux de 0 à 7 ans. Donc, c'est ce qui nous permet, l'enfant intérieur, par exemple, de nous connecter à notre créativité, à notre joie, à notre insouciance. Donc, quand on est entrepreneur, c'est vrai que la créativité est souvent nécessaire. Et puis, c'est aussi cette boîte noire où il y a aussi toutes nos blessures qui sont enfouies, tous nos manques. Et c'est ce qui peut, par exemple, nous empêcher. Alors, il y a plein de manifestations possibles hein, quand on est entrepreneur. Ça peut être la peur d'être visible, parce qu'on a peut-être grandi dans un environnement où il fallait pas faire trop de bruit, pas prendre trop de place et pas faire trop de vagues. Ça peut être aussi du perfectionnisme à outrance, le besoin de toujours faire, refaire, parce on n'a jamais été reconnu en tant qu'enfant quand c'était suffisamment bien. Ça peut être aussi le fait de devoir toujours en faire beaucoup, le sentiment d'être jamais assez, par exemple. Pareil, ça peut être de la reconnaissance qui n'a pas été suffisante petit. Ça reprend un petit peu les blessures de Lise Bourbeau. Alors après, peut-être que vous les connaissez sur voilà l'injustice, l'humiliation, le rejet, l'abandon et je crois qu'il m'en manque un, mais il va revenir. Et en hypnose humaniste, on a aussi ces blessures. Alors elles sont un peu différentes. Il y a notamment la blessure de non-reconnaissance que je trouve assez intéressante. C'est souvent les gens qui vont vers le burn-out, qui s'épuisent, hein, mais ça peut être aussi possible chez les entrepreneurs d'aller vers ce burn-out. Donc voilà, l'enfant intérieur, en fait, c'est tout ce qui se manifeste, entre guillemets, qui nous plaît pas, qui nous gêne. C'est l'enfant intérieur blessé qui se manifeste. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut aller explorer en hypnose humaniste pour regarder voilà ce dont il a manqué. Et après, évidemment, c'est d'aller le soigner, l'apaiser en tout cas, ou l'entendre déjà. Mais voilà, ça peut se manifester dans le monde entrepreneurial sous plein de différences. Et ça peut aussi se manifester entre guillemets à contrario, c'est-à-dire que moi je vois pas mal de clients qui gèrent super bien leur vie pro, mais par contre entre guillemets ça merde vraiment dans la vie perso quoi. Comme s'il y avait une compensation en fait, il y avait une double facette. L'enfant qui avait peut-être justement pas la place de montrer qui il était vraiment, donc il carbure dans le monde pro. Mais par contre, en intime, c'est beaucoup plus compliqué en fait, parce que justement là, c'est là où il y a les blessures qui ressortent. Il y a bien un moment, il faut qu'elles ressortent. Donc si elles ressortent pas dans le monde professionnel, à un moment, elles ressortent dans la vie amoureuse ou en tant que parent. Donc à un moment, il est toujours là. Il se manifeste là où il peut, mais il est toujours là. Donc l'idée, c'est vraiment de. Oui, c'est-à-dire que il peut se manifester de diverses façons. C'est pas forcément lié à un contexte. Ça peut être dans plusieurs Oui, strates transversales de nos vies, oui, c'est ça, hein? exactement, exactement. Et puis à différents Ok. moments de notre vie aussi, il peut avoir été très enfoui. Souvent, en fait, il ressort sur des événements marquants, hein. Par exemple, moi, je vois des personnes, oui, c'est ça, qui peuvent avoir être en harcèlement au travail, par exemple, ou en difficulté dans le couple. Et comme je disais tout à l'heure, c'est l'arbre qui cache la forêt, en fait. Et on arrive toujours à cette histoire d'enfant intérieur. Donc, des fois, c'est des événements, des gros événements où le client pense qu'on va travailler sur l'événement en tant que tel, comment mieux gérer sa vie de couple ou comment faire face à un chef qui est un peu difficile. Mais en fait, l'idée, c'est d'aller regarder cet enfant intérieur sur quoi les événements extérieurs de la vie viennent appuyer, en fait. Et on va aller chercher, voilà. Alors, des fois, les gens sont pas toujours contents d'aller farfouiller, mais en même temps, s'ils veulent que ça bouge, à un moment, faut aller farfouiller quand Bah, même. s'ils sont là, s'ils Oui, sont tout à là, c'est fait. qu'ils ont aussi envie, voilà, Oui, oui, mais des d'avancer, fois, tu vois. ils pensent que ça vient pas forcément de là, en fait. Ils voudraient peut-être qu'on travaille, entre guillemets, ils Mm. voudraient faire changer leur patron, ou ils voudraient faire changer leur époux ou leur femme, mais en fait, c'est pas possible. Ça part de soi. Donc, il peut y avoir aussi, C'est voilà, ça. être un peu réfractaire au début, et en même temps, c'est normal parce que l'enfant intérieur, en fonction de comment il est abîmé, il a appris à s'enfouir, à se cacher, à avoir peur, et il n'a pas toujours envie qu'on aille le chercher. Il peut être en fait, très en colère et ne pas avoir envie de ressortir tout de suite et de se manifester. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de créer un climat apaisant en séance. Moi, je suis vraiment en soutien, en support pour que la personne se sente en confiance. Et puis, comme je dis, il n'y a pas de séance réussie, il n'y a pas de séance ratée. Vient ce qui vient à l'instant T, et puis à la séance suivante, ce sera forcément différent, comme quand on doit
réamadouer, pas un petit, animal blessé qu'on a trouvé au bord de la route. Au début, voilà, c'est un peu compliqué, puis petit à petit, ça se met en place, ça se détend et la confiance est là et la personne s'ouvre du coup. Donc ça, c'est super chouette. Je t'interroge sur l'enfant intérieur parce que dans nos sphères du développement personnel, du bien-être, du travail sur soi, on voit de tout et n'importe quoi avec cet enfant intérieur. C'est un terme qui est très Oui. galvaudé aujourd'hui, qui est méconnu aussi des gens qui l'utilisent. Enfin, bon, fait une petite parenthèse, c'était pas forcément prévu au programme cette question, mais est-ce que les gens ont une idée préconçue de ce terme? Est-ce que ça peut les inquiéter, tu vois, quand ils travaillent sur eux, du fait de, de tout ce mouvement autour de ce thème qui est mal utilisé? Oui, je pense, c'est comme de dire, moi je travaille beaucoup sur les sphères du masculin et du féminin, mais c'est pas ésotérique, pour autant. Je pense qu'il faut prendre, ce qui résonne pour soi. Après l'enfant intérieur, souvent on associe à enfant intérieur trauma et du coup on se dit: «Bah, j'ai pas envie de revivre mes traumas». C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec la symbolique en fait en hypnose humaniste, c'est justement pour pas revivre en tant que tel les traumas. Et en même temps, si on veut aller mieux, la seule chose, c'est de libérer en fait les émotions coincées. Donc il y a un moment, oui, on est obligé d'avoir mal, mais en même temps, c'est le mal qu'on n'a pas pu ressentir à l'époque parce qu'il y avait personne pour l'accueillir. Et à un moment, bah, il faut bien qu'il sorte. Sinon, à 60, 70 ans, 80 ans, bah, on chope toutes les maladies possibles et inimaginables. En tout cas, ça, c'est ma version. Après, on n'y croit pas. Mais oui, je pense que ça peut faire peur. Et puis, je pense aussi qu'il y a une sorte de, il faut absolument que ça marche. Et en fait, bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est un processus qui prend du temps, en fait. Et moi, je l'utilise, enfin, pratiquement au quotidien, en fait, de me connecter à ma petite fille, de me dire, bah, quand j'ai quelque chose qui me gêne, qui me dérange, j'essaie d'identifier, de mettre des mots sur mon ressenti, mon inconfort, et j'essaie d'aller regarder ma petite fille et de me dire, de quoi elle a besoin, qu'est-ce qu'elle veut me dire. Et c'est un chemin en fait. C'est pas un coup de baguette magique. J'ai été voir mon enfant intérieur une fois, c'est bon, c'est fini, le boulot est fait. Donc voilà. Après, j'écoute pas trop ce qui se dit vraiment précisément. Moi, je travaille avec l'outil que j'ai et j'en suis convaincue et je le vois. On le disait en off avant de faire l'interview que je travaille sur des enfants intérieurs, même avec des personnes de 55, 60, 65 ans, en fait. Et c'est hyper touchant, en fait, de voir les personnes se reconnecter et d'avoir enfin une libération après tout ce temps. Mais c'était encore lui qui était aux commandes, en fait, de leur vie et qui se manifestait. Coucou, je suis là, coucou, je suis là. Tant que tu me vois pas, je dirais coucou, je suis là, coucou, je suis là. Et à partir du moment où on va aller regarder qu'est-ce qu'il y a derrière ce coucou, je suis là et libérer l'émotion, bah tout de suite ça va mieux. Il y a plus besoin de dire coucou, je suis là. Donc l'enfant intérieur blessé se manifeste beaucoup moins au quotidien en tout cas. Donc voilà, moi je pense que c'est un concept, c'est la base. Après voilà, c'est ma conviction, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui partent de là puisque c'est notre boîte noire de départ en fait. Et l'idée c'est pas de faire un procès à nos parents non plus quand on va aller voir l'enfant intérieur. C'est juste en fait de prendre conscience et de regarder ce qui est. En fait, nos parents, ils ont tous leur histoire. Il y en a des plus ou moins bienveillants et autres. Mais voilà, l'idée, c'est on va pas trahir ses parents aussi. Des fois, je vois des loyautés, ce qui peut être entendable, hein, sur des personnes qui disent, ben non, je veux pas les regarder. Mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et puis, de toute façon, j'ai eu une enfance heureuse et j'ai manqué de rien. Mais c'est pas pour autant, en fait, qu'il n'y a pas de blessure. En fait, enfin, les êtres humains, on est fait pour être blessés, en fait. Et j'ai envie de dire, même un truc, entre guillemets, qui peut paraître très insignifiant, ça laisse une trace. Alors après, ça peut être entre guillemets, on n'est pas obligé d'avoir vu des énormes, entre guillemets, traumatismes. C'est-à-dire que je vois pas que enfin, oui, c'est même tout à fait ça. Je vois assez peu de personnes qui ont vécu des choses très, très lourdes. Mais pour autant, il y a quand même des traces juste, en fait, de pas avoir été entendu dans son ressenti, ça laisse une trace. Donc voilà, il n'y a pas de, j'ai envie de dire, il n'y a pas à avoir peur, même si c'est normal d'avoir peur. En tout cas, c'est ok d'avoir peur pour aller voir cet enfant intérieur et ça ne peut être que mieux, ça ne peut être que mieux derrière, en fait. Voilà, c'est ma vision, en tout cas.
Et est-ce que quand vous travaillez sur ce thème sur ces thèmes-là avec tes clients, est-ce que vous avez besoin, donc tu l'as dit, hein, tout à l'heure, il y avait plusieurs séances, ça met un petit peu plus de temps que l'hypnose ericksonienne, je vais y arriver. Et est-ce que tu vois, par exemple, on fait un point, avec toi, on a 30 ou 40 ans, est-ce qu'on est obligé de refaire un autre point dans 20 ans pour retraiter la même chose, ou est-ce que c'est vraiment résolu et compris quand on fait le travail? Enfin, je sais pas si je suis claire dans ma question. Alors j'ai envie de dire C'est- oui et non, c'est-à-dire que Ouais, euh, ça dépend comment ça a je m'en été. doutais. Ça dépend comment ça a été encouché en fait, si ça a vraiment été. Ouais, c'est ça. Et puis des fois, bah tu entre guillemets, tu ouvres un petit peu la boîte de Pandore. Alors ça peut peut-être faire peur si je dis ça peut peut-être en décourager certains ou certaines. Mais en même temps, quand on commence à travailler dessus, enfin, et j'aime pas trop utiliser le mot travail parce que ça fait tout de suite besogneux, laborieux, etc., etc. Moi, j'appelle ça de l'hygiène émotionnelle. En fait, c'est comme de se dire, bah, je me lave tous les jours les dents. Pourquoi j'aurais pas besoin d'aller voir mes émotions tous les jours et plus on le fait régulièrement, et je dirais moins c'est lourd. Et puis au contraire, plus on attend. Hein, c'est comme quand on fait jamais le tri dans son grenier ou sa cave. Si on y va une fois tous les 20 ans, bah. Alors je dis pas qu'il faut venir en séance tous les jours. Hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec soi-même. En fait, une fois qu'on a compris un petit peu comment aller visiter sa petite fille ou son petit garçon. On peut le faire soi-même. Après, évidemment, en séance, on va plus loin, et puis on a le regard extérieur de l'autre aussi, en effet miroir. Mais oui, je pense que ça reste quand même un chemin de toute une vie de comprendre qui on est. Après, le voir, c'est vraiment dans les moments inconfortables, en fait. Si tout va bien dans notre vie, évidemment, on n'a pas besoin d'aller voir son enfant intérieur. Mais c'est quand on a des choses qui nous gênent vraiment, qui font que c'est quand même nécessaire d'y aller. Donc peut-être que tu peux faire une séance sur un sujet là, maintenant, et puis dans 20 ans, ça sera un autre sujet, mais ce sera quand même l'enfant intérieur. Mais c'était un sujet que tu n'avais pas vu ou pas de cette manière-là. Donc oui, moi, pour moi, il y a toujours besoin de venir de temps en temps faire une petite révision, hein, comme sur la voiture, hein, on fait le contrôle technique. Donc Ouais, c'est ça. euh, Il y a les éléments déclencheurs et les oui, éléments déclenchants aussi qui interviennent pas au même moment, etc. Hein? exactement. Voilà. Après, l'idée, c'est pas, voilà, il Ah y a ouais, c'est ça. l'image de la psychanalyse où on y reste pendant 20 ans et voilà, faut trouver le curseur, mais je pense qu'il y a toujours besoin de faire une petite révision de temps en temps. Après, quand je disais que c'était plus long que l'hypnose ericksonienne, oui, c'est plus long, mais ça peut être aussi beaucoup plus espacé. En fait, on peut très bien venir une fois par mois, je sais pas, pendant un an ou deux, et puis après venir une fois tous les 6 mois. Enfin, c'est vraiment quand on le sent et quand on le ressent. Mais on n'a pas besoin de venir toutes les semaines, ça sert à rien. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu correctement à la question. Ouais, ouais, merci pour cette précision. Bah oui, oui, non, mais c'est intéressant parce qu'on voit bien que comme on évolue dans la vie, les émotions évoluent aussi. On n'active Oui, pas les mêmes leviers en oui, avançant. Et donc, il peut y avoir des choses qui vont se réveiller peut-être à un moment donné et qui vont faire sens à ce moment-là. Et oui, bah, parce qu'on n'en avait pas enfin, on n'avait pas lieu de les aborder, je oui, sais pas, 20 ans avant, par exemple. Tu vois, exactement. voilà. Après, l'idée, c'est de se dire, Ouais, est-ce ouais. que je suis Ok. bien dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que je trouve que ça coince quelque part? Et si ça coince quelque part et que j'ai l'impression de tourner en rond et de pas réussir à sortir de ça, bah là, je consulte. Et puis après, ça peut être juste un petit coup de pouce. Et puis après, on peut, en fonction de comment on est soi avec soi, comme je disais, on peut le faire aussi soi avec soi. Et puis redemander un petit coup de pouce quelques temps après. C'est à voir en fonction de chacun, de chacune. Impeccable. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les femmes entrepreneurs, parce que Oui, bon, les intuitives ici, on a une bonne communauté de femmes qui sont intéressées pour avancer dans leurs activités. Alors, tu nous as déjà exposé quand même avant certains freins, certains blocages, tu nous as déjà amené plusieurs choses. Après, moi, j'aimerais bien qu'on aille un peu focus sur le sujet de la confiance en soi, mhm. notamment chez les femmes, parce que c'est un sujet enfin, franchement, qui est pas abordé de la même façon qu'on soit femme ou homme, en tout cas dans l'entrepreneuriat. Et est-ce que tu peux nous dire, toi, par rapport à ce dont on vient de parler, l'enfant intérieur, le travail des émotions, déjà,
Alors déjà, est-ce que toi, tu as des hommes qui viennent te consulter Ouais. justement la quote-part homme-femme? Quelle est-elle d'ailleurs dans ton métier, Bah, tu j'en ai vois, de plus en au plus. niveau de Après, tes clients? c'est aussi lié à ma propre histoire, hein. Le masculin est un vaste sujet pour moi, donc je pense qu'on attire aussi en fonction de qui on est. Donc j'en ai de plus en plus, donc j'en suis ravie. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis peut-être à un bon tiers quand même d'hommes. Alors la plupart, j'ai à 80% viennent pour des C'est bien, problématiques de couple, justement. Enfin, en tout cas, d'accord. dans ce que j'attire, qui est le reflet, comme je disais tout à l'heure, de bah, là où ça marche pas, parce que justement, ils sont très bons ailleurs, mais il y a la petite faille dans l'intime. Donc oui, je vois de plus en plus d'hommes, effectivement, en consultation, et on arrive toujours à l'enfant intérieur. Et on arrive aussi, alors tu Pour eux parlais... aussi, les Oui, bah mêmes. oui, 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 exactement, c'est les mêmes, hein, et tu parlais Ok. des femmes tout à l'heure, par rapport à la confiance en soi. Alors la confiance en soi, je dirais que c'est le sujet entre guillemets qui prend le plus de temps parce que ça fait appel à beaucoup de choses en fait. Il faut tirer beaucoup de ficelles en fait pour réussir à tout remettre en place entre guillemets. Et là où c'est intéressant, c'est l'inconscient collectif dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent aussi sur l'image de la femme dans l'entrepreneuriat. Et c'est hyper intéressant justement d'aller travailler sur son arbre généalogique, de voir dans quel environnement on a baigné en tant que femme, et aussi de voir l'approche du masculin, parce qu'en fait, alors moi j'aime beaucoup travailler justement sur les polarités féminines, masculines dont je parlais tout à l'heure, qui sont aussi deux archétypes au même titre que l'enfant intérieur. Et on est tous dotés, en fait, je prends l'image souvent de la pile, on a un plus et un moins. Et si le plus et le moins ne sont pas équilibrés, et ben en fait la pile elle fonctionne pas, elle fonctionne pas. Et du coup, ouais, je travaille aussi beaucoup sur ces polarités-là. J'ai deux protocoles pour restaurer en fait, avoir un bon féminin, c'est-à-dire celui qui est dans l'intuition, dans l'introspection. Et en fonction de comment on a grandi, justement, on peut avoir eu des images. Il y a pas mal d'images quand même de femmes fortes, un peu la marâtre, où il n'y avait pas trop la place justement. Donc on a pu grandir avec des modèles féminins où on n'a pas pu se construire avec ce modèle-là de justement d'intériorité. Et puis à contrario, on a pu grandir avec des modèles masculins. Alors j'ai les deux. J'ai soit des masculins, ce que j'appelle le masculin tout mou, c'est-à-dire celui qui justement dans un couple ne porte pas la culotte, au contraire, à contrario de la matriarche. Et on a soit pu grandir avec une image de masculin un peu tout mou, soit l'image du masculin violent. Et du coup, en tant que femme, bah, le masculin, c'est celui qui passe à l'action. Donc, quand on est un entrepreneur, si on a plein d'idées, mais qu'on n'est pas capable de les passer à l'action, en fait, bah, ça sert pas à grand chose. Donc, la confiance en soi, elle passe aussi, donc, au-delà de l'enfant intérieur, par un équilibre de nos polarités féminines, masculines, pour justement aller chercher dans ses ressentis, dans son intériorité, se questionner sur qui on est, qu'est-ce qu'on veut, et du coup apprendre à se faire confiance, parce que plus on sait qui on est, bah, plus on a confiance en soi. Et de l'autre côté, être en capacité d'avoir un bon masculin qui est capable de passer à l'action, d'être soutenant et de nous tenir en énergie sans violence et pas tout mou du coup. Donc voilà, c'est hyper intéressant aussi pour travailler la confiance en soi, d'aller explorer ces polarités féminines et masculines qu'on a à l'intérieur de soi. Et je le retrouve beaucoup aussi chez les hommes, et ça se manifeste beaucoup justement dans le couple. Euh, on peut avoir un masculin très fort justement dans sa vie pro, et dans la vie perso, quand on reproche par exemple aux hommes de pas porter la charge mentale, de toujours tout oublier. Voilà, c'est ce masculin un peu tout mou dans l'intime qui a pas réussi à trouver sa place parce qu'il n'a pas eu de modèle d'un masculin soutenant dans l'enfance, quoi. Donc, euh, donc voilà, la- le féminin masculin est aussi un vaste sujet pour la confiance en soi. Ah, très intéressant. On voit que tu le décorrèles de l'identité de genre en réalité. Oui, J'aime bien la polarité de la pile que tu oui, utilises, c'est très concret. oui. Mm. Et souvent, les gens aiment pas trop parce que du coup, c'est très stéréotypé, et ça va un peu à l'encontre de notre société où bah, il faut qu'il y ait l'égalité des hommes et des femmes. Alors moi, enfin, je suis d'accord sur certains sujets, hein, évidemment, hein,
Justement, je suis contre le patriarcat, évidemment, mais je suis pas pour. On est complètement égaux, en fait. Pour moi, l'un va avec l'autre et l'un se complète. Et on a besoin du féminin qui joue à la princesse et on a besoin du masculin bûcheron qui est capable de couper des arbres. Enfin, voilà, c'est très stéréotypé, mais on a besoin de ces deux puissances-là, en fait, pour être entier. Et du coup, ces deux polarités sont à la fois à l'intérieur de la femme et à la fois à l'intérieur de l'homme. Il y a pas de genre, du coup, après, derrière, quoi. Oui, c'est ça. On a besoin que les petites filles aillent couper des arbres en jouant au bûcheron et que les hommes jouent à la princesse aussi. Exactement, exactement. Mais C'est carrément ça. Ouais, il ouais, faut reconnaître les deux quand même. c'est ça. Ouais, très intéressant. Donc, ouais, gros sujet là au niveau de Oui, la confiance en soi. Finalement, aussi bien aussi chez les hommes hein, que chez oui, les femmes, comme tu viens de nous le dire. oui. Au niveau, donc tu nous l'as dit, hein, au niveau des freins, du coup, ça suscite des problématiques de passage à l'action. Oui. Tu rencontré, toi, d'autres blocages aussi de l'enfant intérieur chez certaines personnes qui étaient entrepreneurs? Qu'est-ce que tu as pu voir? Hum, bah, je le disais tout à l'heure, bah, la légitimité aussi, c'est aussi un sujet, on n'en a pas parlé encore. Ouais, Mais cette question très gros sujet, ouais. de pas être assez, de pas pouvoir prendre sa place, de devoir toujours se reformer. Bah, ça, pour moi, c'est l'enfant intérieur qui a jamais été reconnu, en fait, dans qui il était. Donc, le besoin de toujours en faire plus. Est-ce que tu vois d'autres freins, toi, peut-être que je pourrais te dire si c'est l'enfant intérieur ou pas qui se manifeste. Euh, on parlait tout à l'heure de se montrer, de prendre sa place. Est-ce que tu as d'autres freins que tu rencontres, toi, chez tes clientes? Bah, tu vois, par exemple, la peur de vendre. Je sais pas si ça, par exemple, c'est lié au fait de pas oser se mettre en avant parce que, tu vois, on n'a pas assez confiance ou il y a d'autres choses, il y a d'autres leviers hein, qui viennent là-dessus, mais ne pas oser vendre, ne pas oser parler de ce qu'on propose. Ça, moi, je mettrais plus ça dans l'archétype du féminin masculin, justement, tu vois, cette capacité Hmm. à, je suis une femme, donc je gagne, enfin, ça reste dans des vieux schémas obsolètes d'inconscient collectif. Moi, j'irais plutôt le chercher là-dedans que l'enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur et l'argent, il n'y a pas trop de... Sauf si après, c'est d'autres, faudrait aller creuser sur des personnes, qu'est-ce qui se cache derrière cette peur de vendre? Est-ce que c'est justement une question d'illégitimité, le peur de prendre sa place, le peur de pas être assez, de pas avoir de valeur derrière son prix? Enfin, après, faut voir qu'est-ce qui se cache derrière cette peur de vente, faudrait aller creuser. Mais on peut aussi travailler, voilà, sur des croyances collectives de la femme qui gagne pas, qui peut pas être ambitieuse. Enfin voilà, faut voir après, faut toujours creuser. Je pose toujours plein Ouais, de hyper questions pour savoir. intéressant. Ouais, Ouais. ouais. Et un autre là que j'avais en tête aussi, puis après je, après je vais arrêter avec mes questions. Voilà Un pour ça. autre qui est mince, attends, il m'a échappé. Euh, oui, de vouloir faire plein de choses en même temps et de pas réussir à faire un choix. Et ça, tu vois, ça, je le vois énormément chez mes clientes pour le coup Mhm. Bah aussi. peut-être là, ça peut C'est-à-dire que être hmm, pareil. plein Après, d'idées pourquoi? et difficile de choisir pour s'engager. Ok. Bah peut-être oui, ça peut être peut-être déjà pas se connaître. Est-ce que finalement les idées c'est vraiment les nôtres ou est-ce que c'est des idées pour satisfaire les autres? Ça peut être ça, par exemple. Ça peut être une piste à explorer. Ou oui, la peur de se mettre en avant avec ses propres idées, ou la peur de pas être assez, de devoir toujours en faire des milliers, des cents, parce que si je fais qu'une seule chose, ça va pas suffire. Pareil, il faut décortiquer en fait d'où ça prend racine. Mais oui, c'est hyper intéressant aussi. Difficulté à faire des choix. Des fois, c'est des gens en fait qui ont été confrontés aussi petits dans l'enfant intérieur à avoir trop de responsabilités en fait. C'est-à-dire des enfants intérieurs. J'avais écrit un article sur la parentification où en fait c'est l'enfant qui a été le parent ou qui a pris en tout cas le rôle euh, le rôle de parent auprès de ses parents. Et du coup, bah, c'est des enfants qui ont été responsabilisés trop tôt et du coup, ils ont pris des responsabilités qui n'étaient pas les leurs. Et après, effectivement, chez l'adulte, ça peut se manifester. Bah, j'avais déjà tellement du mal petit que j'ai forcément du mal grand, puisque petit, j'aurais dû être accompagnée. Et comment aujourd'hui,
j'arrive à pas être tétanisée face à une responsabilité puisque je l'ai été trop tôt, trop petit. Donc ça peut être ça aussi, la peur de faire des choix parce qu'on n'a pas été accompagné petit à faire des choix d'enfant par un adulte responsable. Voilà, il peut y avoir plein de sources possibles et inimaginables en fonction des histoires de chacun et de chacune. Ouais, c'est passionnant et j'espère que ça va aider nos auditrices et nos auditeurs à y voir déjà un petit peu plus clair sur, tu vois, sur leur positionnement à Oui, eux, leurs problématiques et de se dire, ah là, ça a fait écho, ça a fait tilt, il y a oui. certainement quelque chose à travailler. Donc je pose énormément de questions sur la Ouais, première séance. Souvent c'est surprenant. Je remonte loin, je décortique, j'essaye de comprendre et tout de suite des fois il y a une petite étincelle. Tiens, ça j'avais jamais vu ça comme ça, mais en fait ça fait complètement écho. Donc même sans hypnose, en fait déjà avec le questionnement et les mises en lien, il y a déjà pas mal de choses qui peuvent émerger en fait. Donc voilà, comme ça fait maintenant 15 ans que je pose des questions, j'ai la question, ouais. j'ai la question qu'il faut généralement pour aller chercher la petite bête. Tu es Sherlock Holmes. Exactement, bah, c'est tout à fait ça. En fait, on a beaucoup déjà de réponses dans notre propre histoire, mais on s'est pas forcément posé la question du pourquoi, du comment, on n'a pas forcément fait les liens. On n'a pas, bah, quand on est dans une histoire, on la voit pas de la même manière que quand on est à l'extérieur de l'histoire. Donc forcément, déjà, on peut déjà démêler pas mal de choses avec le questionnement et la compréhension de notre environnement, en fait, dans lequel on a baigné. Je prends toujours l'image du sachet de thé, en fait. Je l'expliquais encore ce matin à une cliente. Quand on est plus ou moins avec une eau limpide, hein, parce qu'on a quand même des choses qui nous appartiennent pas, qui viennent quand on arrive. Et ensuite, en fait, sur notre enfance, on baigne. C'est comme si on était infusé par un sachet de thé, et donc du coup, bah, on prend la couleur du sachet avec lequel on est infusé. Sauf que le sachet, quand on est grand, bah, on a le droit de se dire, quand on devient adulte, est-ce qu'il me plaît vraiment en fait ce thé? Est-ce que j'aurais pas préféré du Earl Grey ou du Darjeeling? Est-ce que j'aurais pas préféré du thé noir ou du rooibos? Enfin, bon, bref, l'idée c'est d'avoir conscience qu'on a baigné dans quelque chose qui nous appartenait pas forcément en fait à 100%, que c'est l'histoire de nos parents, les conditionnements de la société, toutes les croyances limitantes de l'environnement dans lequel on a baigné, et de se dire est-ce que je les garde, déjà d'en prendre conscience, et après de se dire est-ce que elles me plaisent et je les garde, ou est-ce qu'elles ne me plaisent pas et je les enlève en fait, je décide de plus y croire. Mais ouais, non, l'enfant intérieur c'est ça. C'est passionnant. Franchement, c'est passionnant. Je, je t'écoute, je bois tes paroles. Est-ce que pour terminer sur ce sujet-là, parce que ça fait déjà un moment qu'on papote, le temps passe à une vitesse incroyable, est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils, quelques ultimes conseils? Alors déjà, tu nous en as déjà donné plein, mais pour faire pour que l'enfant intérieur soit le meilleur allié possible dans notre vie pro et perso, déjà, est-ce qu'il y a une base à savoir là-dessus? Bah, à part se dire qu'il est là, qu'il existe, et que l'idée de ne pas faire l'autruche sur le sujet, moi je pense. Déjà, c'est la première chose. Après, si certains ont besoin de se documenter, il y a pas mal d'ouvrages qui ont été écrits. Je dirais, si on a besoin de le comprendre d'un point de vue un peu plus cognitif, pourquoi pas lire des articles, des journaux, enfin des livres, ou écouter des podcasts sur le sujet. Après, pourquoi pas faire un premier exercice? Il y a pas mal de méditations guidées avec l'enfant intérieur, déjà voir comment ça prend. Et puis bah après, évidemment, je ne peux que conseiller de venir en consultation, évidemment. Et puis après, bah, c'est un travail aussi. Moi, je laisse aussi, au même titre que j'aime que les personnes soient actrices, je demande aussi à mes clients de le faire régulièrement, en fait, comme je disais tout à l'heure. Donc moi, je dirais d'en faire un allié, son meilleur ami, je sais pas, euh, sans en faire des tonnes non plus. Mais je vois aussi des gens qui sont contents aussi de retrouver leur enfant intérieur. Ils ont plus l'impression d'être seuls, en fait. Des fois, des personnes qui ont l'impression d'être tout seuls dans leur vie, de pas avoir de soutien, etc. Et quand ils se reconnectent avec leur enfant intérieur, ils ont l'impression d'avoir retrouvé leur meilleur ami, je sais pas. Mais ouais, voilà, de marcher main dans la main avec lui, je dirais. C'est une jolie image. Je pense Mm. que c'est une très très belle image pour la fin.
Célia, où est-ce qu'on peut te retrouver? D'ailleurs, est-ce que donc toi, tu exerces à Vannes. Oui, Est-ce que tu accueilles aussi des personnes à distance? oui. Alors, j'exerce très précisément à Saint-Avé, mais vraiment à la sortie de Vannes. Et oui, c'est tout à fait possible de le faire à distance. D'ailleurs, j'en avais une ce matin de séance en visio. Oui, oui, parce qu'en fait, comme la personne ne s'endort pas, il n'y a pas de risque. En fait, moi, je risque pas de perdre la personne en cours de route. L'idée, c'est voilà, d'avoir une bonne connexion, d'avoir des écouteurs, d'être bien installé et que je vois bien la personne. Mais les deux sont tout à fait possibles entre le présentiel ici à Saint-Avé au cabinet et la visio pour du distanciel. Donc voilà. Ok, donc on mettra, moi je mettrai tous tes liens dans les notes de l'épisode si les personnes veulent te contacter. C'est très très précieux. Elles peuvent faire une première séance avec toi et voir Oui, comment ensuite démarrer l'accompagnement si ça les exactement, intéresse d'aller plus loin. exactement. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne sinon, Célia? Eh ben, j'ai mon site internet en fait où il y a vraiment tout qui est concentré. Donc c'est celiamalidin.fr. On peut prendre rendez-vous aussi directement à partir du site. Voilà. Après j'ai les réseaux sociaux, mais j'avoue être un petit peu moins présente depuis que je suis installée en cabinet. Je traite déjà beaucoup d'infos en présentiel, en séance. Je donne beaucoup, vous l'aurez compris, en séance. Donc du coup j'ai moins, je garde mon énergie Oui. pour pour les séances plutôt que pour les réseaux sociaux. Mais si, voilà, il y a quand même quelques petites infos si vous voulez retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est principalement mon site qui est ma vitrine aujourd'hui, qui a été tout refait récemment en plus, donc vous pouvez regarder. Qui est très très beau. Je vous encourage à aller le voir. De toute façon, vous avez le lien aussi en note de l'épisode, donc tout est précisé. Merci beaucoup, Célia. Vraiment un très très grand merci pour tous ces précieux conseils pour nous aider à être encore mieux dans nos baskets d'adultes et d'entrepreneurs avec main dans la main, comme tu l'as dit, avec nos enfants intérieurs. C'était très Exactement. jolie image. Eh ben, merci Et à toi merci pour pour tout l'invitation. ça. Avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt. Et chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis aussi à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir, Merci, Célia. au revoir, Cécile, merci. Et voilà, c'est terminé. Si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair, soutenez le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un commentaire si le cœur vous en dit. Venez me partager vos avancées et vos déclics sur Instagram, LinkedIn ou encore YouTube. À très vite pour un nouvel épisode des Intuitives. Bye bye!